Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois notre premier invité qui est Gilbert Paquette. Il vient nous parler d'une enquête qui s'intitule « Découvrir le vrai visage du Québec ». On va parler particulièrement du style de vie des gens et des dépendances. Alors, on va apprendre ce qui ressort de cette enquête-là dans quelques instants. On a à l'Espresso allongé le sujet, le fonctionnement de la dépendance, justement. On est concept. Et on aura plus tard, en deuxième demi, Mike Santoro, notre collaborateur, qui nous parle comme pourquoi c'est important de se construire un réseau en santé mentale. Alors tout ça à l'émission Folie douce. Pour la prochaine heure, on a bien sûr des chansons. On commence avec la première qui s'intitule « C'est de l'amour ou c'est comme » de Lindsay de La Rochelière. Bienvenue à Folie douce. Un ciel, ni jour, ni nuit. Nous avancions sans rien demander. Pas d'ennui, mais pas d'histoire. Pas de peur, mais pas d'espoir. Quand par hasard nous nous sommes rencontrés. Habitude, et rapport comme il se doit. Solitude consensuelle. Petit bonheur, mais pas plus que ça. Voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. C'est de l'amour, c'est comme pas de plan et pas d'astuce. Pas de jeu de roulette russe. Pas de grand désir de tout changer. Passage mais pas si fêlé. Prise au passage obligé. Au fond on ne pouvait pas s'éviter. Et si les anges sont bien réels, est-ce qu'ils nous jouent au dé? Est-ce qu'ils rient de nous sous leurs ailes quand on croit tout contrôler? Voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. C'est l'amour, c'est comme sur le trottoir, tous les deux dépassés, sans rendez-vous mais sans retard et sans même s'être cherché. Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. C'est comme Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille notre invité qui est Gilbert Paquette. Bonjour, M. Paquette. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On a eu le plaisir de se parler l'an dernier pour un peu le même sujet, mais ça a évolué, tout ça. C'est une vaste étude, en fait, qui a démarré déjà il y a quelques temps, qui s'intitule « Découvrir le vrai visage du Québec ». Il n'y a rien de mieux que souvent de tracer un portrait d'une population pour mieux comprendre et pour même aider certains services.
Donc, pouvez-vous nous présenter d'abord cette étude-là, un peu l'historique là, de l'étude? Oui, l'historique, donc 4e édition cette année. Donc, déjà. Hein? Oui, et l'idée est venue, en fait, vous savez, on entend parler, il n'y a pas une journée où on ne parle pas d'un sondage dans les médias. Vous savez, Hebdo-Québec, on est une association de journaux locaux, la presse indépendante du Québec. Oui. Sauf que vous avez un lecteur au niveau local qui habite dans une petite localité ne se reconnaît pas dans un sondage national. Donc, on voulait que les gens puissent se reconnaître dans les chiffres, mais surtout se comparer au reste du Québec. Ouais. Alors maintenant, cette étude-là, dans le fond, c'est une radiographie du Québec où on découpe le Québec en 111 villes. Et la somme de ces 111 sondages-là, si vous voulez, donne un échantillon quand même imposant de 22 000 répondants. C'est beaucoup quand même. Hein? Donc, toi qu'on parle d'enquête, vous savez qu'un sondage, normalement, comporte 1000 répondants, on a 22 fois plus d'échantillons. Et c'est année après année, ce n'est pas comme... Tu sais, on parle souvent que, par exemple, Statistique Canada, avec le recensement, c'est une bonne étude, mais c'est souvent aux 5 ans. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment un portrait qui évolue, puis c'est intéressant à suivre. Là. Exact. C'est un portrait qui se veut social et relationnel des Québécois, et surtout aussi à partir de leur milieu de vie, hein, parce que notre milieu de vie teinte beaucoup notre façon de voir, notre façon de penser, de percevoir le monde. Et naturellement, c'est pas toujours les mêmes questions qui reviennent à chaque année. Par contre, il y a des thèmes récurrents. L'environnement, entre autres. Le thème aussi de la santé mentale en est un qui nous intéresse particulièrement. Pour pouvoir garder un historique, pour pouvoir comparer les années aussi, des pommes avec des pommes, il faut avoir un peu le même type de questions, en tout cas le même type de thèmes qui reviennent. Hein. Exactement. L'année dernière, on a semblé trouver un certain sentiment de détresse chez une partie de la population. On pouvait dire presque une personne sur 5. Oui. Cette année, on peut arriver à peu près aussi au même constat sur d'autres dimensions, par contre, mais on voit qu'il y a une espèce de vide qui s'installe chez les gens au Québec. Est-ce qu'au niveau des données, vous disiez, ça fait 4 ans que ça existe, cette enquête, donc de découvrir le vrai visage du Québec. Comment les gens faisaient avant? Je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose sur quoi se rabattre pour avoir de l'information? Parce que ça, votre étude doit aider aussi certains services sociaux qui se mettent en place ou qui vont prendre le pouls de la population pour mieux pouvoir les servir. Exact. Nous ces données-là sont publiques. On espère que les associations professionnelles, entre autres, l'Ordre des psychologues, entre autres, les gouvernements aussi, le ministère de la Santé, il y a beaucoup d'informations utiles pour faire des interventions locales et mieux ciblées, dans le fond. Parce qu'on est capable d'identifier est-ce qu'il y a une région ou un territoire du Québec qui est plus problématique qu'un autre sur une question donnée. Par exemple, par rapport aux dépendances, par rapport à la détresse psychologique. Oui. Est-ce qu'avant, ils pouvaient se rabattre sur quelque chose? Est-ce qu'il y avait certaines enquêtes? C'est une bonne question. Cette enquête-là, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Honnêtement, nulle part dans le monde. Il y avait définitivement un besoin, surtout à cette échelle-là. C'est quand même un grand bassin de gens. C'est ça. Généralement, ce genre d'enquête-là se limite à un gros bassin de population, mais sans tenir compte de la géographie des populations, alors que la géographie est intimement liée, comme je disais tantôt, à notre façon de vivre. On va parler d'une des facettes. Il y a 4 facettes dans l'enquête qui a été publiée à l'automne 2012, c'est bien ça. Donc, on va parler plus d'une facette qui se rapproche beaucoup de notre thématique. Donc, le style de vie des gens et des familles d'aujourd'hui, là, ça inclut là, en fait, la présence de dépendance à l'alcool, la cigarette, aux drogues, médicaments, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire, là, les grandes lignes, puis on pourra fouiller un petit peu plus, là, peut-être à Montréal, par exemple. Exactement. Donc, on s'est dit, on va sonder, nous, 10 dépendances différentes, qui ne sont pas nécessairement des dépendances à une substance particulièrement. Les dépendances étaient, en fait, Internet, la télévision, la caféine, dépendance au sexe, à l'exercice physique, quelque chose qui est rarement sondé. Ah oui? Il y a des dépendances à l'exercice, des maniaques d'exercice. Effectivement, ce qu'on n'observait pas il y a 15 ans. À l'alcool, la cigarette, médicaments, jeux et marijuana. Okay. Ce que l'enquête révèle, autant à Montréal qu'ailleurs au Québec, l'Internet est la dépendance numéro 1. 74 % des gens se disent dépendants de l'Internet. On demandait aussi aux gens de quantifier ou de donner une gradation de cette dépendance-là. Est-elle légère, modérée ou élevée? Et donc, nous, les légers à modérés, c'est 74 %. Et les gens ont été très honnêtes dans des dépendances qui sont un peu plus, je dirais, personnelles. Une dépendance au sexe, par exemple. C'est ça, les gens se sont livrés là-dessus. 44 % des Montréalais, 45 % du Québec. Et souvent, on dit que ces thèmes-là un peu plus délicats, en fait, sont toujours un petit peu faussés parce que les gens, des fois, vont se garder une petite gêne, comme on dit, pour pas répondre aux questions, alors que là, c'est quand même un exploit même de faire en sorte que les gens puissent se livrer autant. Là, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a autant de gens qui ont répondu « j'ai une dépendance légère » que modérée au sexe. Alors, normalement, les gens ont tendance à répondre léger. Ils se gardent une petite gêne. Et pas dans ce cas-ci.
Et ce qui est étonnant, il y a une dépendance, je parlais à l'exercice physique, 35 de la population, une personne sur 3. Ça, Qu'est-ce qu'on appelle une dépendance? Est-ce que vous aviez à le mentionner avant que les gens répondent? Parce que c'est pas évident de se dire est-ce que j'ai une dépendance ou non. C'est quoi les critères? C'est ça. On n'a pas voulu prendre volontairement une définition scientifique. Il existe des définitions scientifiques à la dépendance la dépendance, en fait, c'est lorsque ça crée un problème de fonctionnement dans nos vies. On peut parler d'une dépendance. Nous, on voulait que les gens s'évaluent par rapport à eux-mêmes et non pas par rapport à des standards. Parce que vous savez, maintenant, on nous dit quoi manger, quoi boire, combien boire. Il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui s'installe dans la population. Donc, on voulait vraiment que les gens s'évaluent par rapport à eux-mêmes et aussi par rapport probablement aux paramètres qu'ils ont intégrés dans ce qu'ils peuvent lire dans les médias. Alors, on ne voulait vraiment pas le quantifier, genre, est-ce que c'est 4, 5, 6 verres d'alcool? Ça ne voulait vraiment pas une enquête scientifique, mais plus mesurer. Selon la personne, selon son opinion, sa perception à elle. Mesurer le phénomène. Et c'est constant partout au Québec. Il y a 16 régions, 116 localités, et ces taux-là sont à peu près uniformes partout au Québec. Je vous ai interrompu, mais vous parliez d'exercice, puis ça avait l'air intéressant. Dans le fond, la dépendance, en fait, à l'entraînement, comment vous dites ça, à la mise en forme? En fait, la mise en forme, c'est les maniaques du gym. Oui. Beaucoup. Vous savez que les gyms, c'est en expansion partout au Québec, il y en pousse partout. Et c'est aussi, on avait une question cette année sur notre perception de notre corps. Est-ce que les gens aiment leur corps ou non? Il y a quand même 62 des gens qui aiment leur corps, ce qui est quand même élevé. Mais il en reste presque 30-35 qui n'aiment pas son corps. Alors, ces gens-là sont dans la classe des gym maniaques pour essayer de retrouver le corps de rêve qui est véhiculé dans les médias. Dans les médias, c'est exactement. Ça. Souvent, ils n'ont pas à faire ça, mais ils pensent qu'ils doivent faire ça pour être heureux ou pour se sentir mieux. Je sais pas. Exactement. Puis, naturellement, la grande surprise de l'enquête cette année, c'est la dépendance à l'alcool. 31 des Montréalais, 29 du reste du Québec se considèrent dépendants à l'alcool. À l'alcool. Et ce qui est surprenant, c'est chez les hommes et les femmes, l'écart. 63 des hommes ont une dépendance là, par rapport au sexe, 63 des hommes contre 29 des femmes. Tandis que si on regarde la dépendance à l'alcool, mais c'est 37 chez les hommes contre 22 chez les femmes. On voit qu'il y a des dépendances qui sont plus féminines et d'autres qui sont plus masculines. C'est quand même beaucoup parce que quand on parle une personne sur 3, ou en tout cas un tiers un tiers des hommes, par exemple, qui se dit dépendant, ça veut dire que, écoute, c'est un peu problématique. Là. C'est beaucoup. Donc, les gens nous disent, j'ai de la difficulté à me passer d'eux. Ça ne veut pas dire que ça pose quand même un problème dans leur vie. Ce qu'on peut juger dans l'étude, c'est ceux qui ont répondu « j'ai une dépendance forte », peu importe l'item qui était listé, on peut probablement penser que ces gens-là ont un problème de fonctionnement. Ça pose un problème dans leur vie. C'est ça, parce qu'ils sentent que si on leur coupait du jour au lendemain l'accès à l'alcool, par exemple, si on parle de ce point-là, ça deviendrait problématique. Exactement. C'est ça. Et par exemple, la dépendance à l'Internet, qui est la dépendance numéro 1, je rappelle 3 personnes sur 4 se disent dépendants à Internet. 3 sur 4, c'est quand même beaucoup. L'année dernière, notre enquête révélait qu'il y a plus qu'une personne sur 2 qui a beaucoup de difficultés à ne pas se brancher Internet pendant quelques jours. Et on parle souvent de problèmes de sécurité, même avec le texto, tout ça. Puis c'est vrai qu'on voit que les gens ont leurs yeux rivés en toutes sortes de situations qui peuvent être dangereuses, finalement. Et puis ça vient comme corroborer, en fait, ce qu'on voit déjà, mais que ça vient prouver que c'est effectivement un problème. C'est un problème, mais aussi, cette année, ce qu'on révèle, c'est tout le rapport qu'on a par rapport aux médias sociaux. Vous savez, l'Internet se vit beaucoup à travers les médias sociaux. Et malgré que les gens sont massivement sur les médias sociaux, là, on parle de 3 personnes sur 4. Montréal encore plus. Les gens ont une espèce de relation amoureuse avec les médias sociaux. Ils nous disent que ça fausse les rapports humains de façon négative. Ça aussi crée une fausse impression de contact humain. Donc, il y a un aspect très négatif à ça. Malgré tout, ils continuent à les fréquenter. C'est plus fort qu'eux, là. C'est plus fort qu'eux, exactement. C'est assez plus fort qu'eux. Le seul avantage, c'est que les gens nous disent, pour moi, un média social m'aide à lutter contre la solitude. On remarque ça chez les gens de 60 ans et plus en général. C'est un plus dans ce cas-là. Pour eux, c'est un plus. Et le rattrapage s'est fait beaucoup sur Internet chez les plus vieilles générations qui étaient un peu en retard par rapport aux plus jeunes. Le rattrapage est fait, mais chez les plus vieux, ça vient vraiment combler des besoins très, très précis. Alors peut-être que là, Internet vient justement, cette beauté-là d'Internet, on disait que ça donne accès aux gens à toutes sortes de choses. Pour eux, c'est vraiment c'est vraiment un plus. Là, pour eux, c'est un outil, parce qu'ils se disent moins dépendants que les plus jeunes générations. Chez les jeunes de 20-30 ans,
La dépendance à Internet, là, c'est 97 %. Wow, c'est des gens qui sont nés avec Internet ou presque. Là, puis, donc, qui ont incapables de grandi. ne pas se brancher pendant plusieurs jours. Ouais. Et eux, la fréquentation, c'est plusieurs fois par jour. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 20 ans. Eux pourraient se passer du téléphone ou de plein d'autres choses que ou la télévision, mais Internet, c'est ça. Et le texto, là, il ne peut pas s'en passer. Il reste quelques temps, peu de temps, en fait. Il y a aussi, évidemment, là, on parle de dépendance aux drogues, de médicaments. On reste dans la région de Montréal, finalement. Qu'est-ce qui ressort? On a effleuré un peu là, certaines dépendances. Les Montréalais se démarquent pas beaucoup du reste du Québec, étrangement, sur la plupart des dépendances, sauf un peu moins dépendant de la télévision. Oui. Donc, la télévision, puis ça se reflète dans les heures d'écoute en général, mesurées par BBM, entre Oui. autres. Les Montréalais écoutent moins la télé. Pour le reste, je dirais que c'est très, très similaire au reste de la province. Il y a un peu plus de fumeurs, donc plus de dépendance à la cigarette à Montréal. Oui. Et l'endroit numéro 1 au Québec pour la dépendance au tabac, c'est sur le plateau Mont-Royal. Ah, OK. Et d'ailleurs, Montréal a plusieurs numéro 1 dans le palmarès sur 111 villes sondées. Ouais. L'arrondissement, par exemple, d'Hochelaga-Maisonneuve est le plus dépendant Internet avec 86 %. OK. Ça commence à faire du monde. Là, Mais c'est intéressant que ça soit aussi ciblé que ça, parce qu'on peut quand même... écoute, ça devient très, très c'est vraiment puissant. chirurgical, là, le Exactement. découpage qu'on fait de ces résultats-là. Juste en terminant, vous fonctionnez comment? C'est des appels téléphoniques? On l'a peut-être abordé tout à l'heure, mais est-ce que c'est des questionnaires? Comment ça fonctionne? C'est un sondage qui est En ligne? 100% par Internet, Par via Internet. le panel de Léger Marketing. Donc, OK. c'est Léger Marketing qui fait la collecte des données. Ouais. On le fait volontairement par Internet parce que par téléphone, on n'aurait pas les résultats qui sont là. Ça serait difficile à C'est faire. trop compromettant. Quelqu'un aurait de la misère à répondre, par exemple, je suis dépendant au sexe, puis si sa femme ou le mari est à côté, Ouais. les enfants, c'est très gênant pour les gens de répondre ça. Et les gens ont probablement plus l'impression que par Internet, c'est plus anonyme. En C'est fait. plus anonyme. C'est Fait que ça. c'est eux par rapport devant leur écran, ils Devant leur écran. sont très seuls, donc ils Ouais. se livrent. C'est intéressant. J'aimerais qu'on puisse mentionner, M. Paquette, si vous le voulez bien, il y a une adresse Internet. Vous dites tout à l'heure que les données sont publiques. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a plein de gens qui peuvent aller voir, aller consulter les choses, essayer peut-être de s'en servir pour assurer des meilleurs services. Donc, quel est l'endroit qu'on peut se rendre sur Internet? Donc, le microsite s'appelle vraivisagequebec.com en un seul mot. Ouais. Et les gens vont pouvoir consulter les résultats des enquêtes précédentes aussi, repérer le nom de leur ville, Ouais. de leur localité, de l'arrondissement dans lequel ils vivent, puis aller... Et ça, on peut en se comparer. devenir dépendant. C'est pas trop grave. Probablement. Ça a du bon de s'informer. Donc, merci Ça beaucoup. fera l'objet d'une autre enquête. Oui, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, à une prochaine enquête, j'imagine que ça va se poursuivre dans les années qui viennent. L'année prochaine, on revient C'est pour ça. une 5e Donc, édition. on se reparlera certainement à la radio à ce sujet-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuité. Au revoir. Moi j'aime les grassettes, les filles un peu rondelettes. On va se comprendre, êtes-vous prêtes? Pour une vue d'ensemble, d'abord prenons une fille sans nichon. Ensuite on coupe ben carré, ce qu'à l'origine était rond. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une maigrichonne. Ça m'attire pas, moi j'aime ça, avec un peu plus de gras. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur qu'un jour toutes les filles soient grosses comme des aiguilles. Bon, ça balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. De grâce, sois grand, c'était toi. Sois grand, c'était toi. Enrobé d'odus, des beaux visages joufflus. Dans le tendre noir, faut bien croire qu'avec compris l'affaire, je vous dis les filles, arrêtez de maigrir, c'est un endoctrinement pour vous faire cracher votre argent, un paquet de cure pour que vous fassiez dur. Toutes des recettes qui vont faire que vous soyez laides. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur qu'un jour toutes les filles soient grosses comme des aiguilles. Mon ça balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. Reste bien potelé, m'a t'aimer, t'adorer, m'a t'embrasser les pieds à longueur de journée. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur que les filles du monde entier viennent des planches à laver. De grâce, sois grand, c'était toi. Sois grand, c'était toi. Je m'excuse.
danse comme des aiguilles. Monte sa balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. Reste bien motelé, m'a t'aimer, t'adorer, m'a t'embrasser les pieds à longueur de journée. Stop la main sœur, la main grave, j'ai bien peur que les filles du monde entier viennent des planches à laver. De grâce, sois grand, c'était toi. Sois grand, c'était toi. Sois grand, c'était toi. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous voici rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Slim Allo. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous proposes un sujet en 2 volets qu'on poursuivra donc au prochain à l'Espresso allongé un peu plus tard dans l'émission. Il s'agit du fonctionnement de la dépendance. On vient justement de parler de dépendance, alors ça va sûrement nous faire un lien intéressant. Alors, c'est un peu la biochimie qui amène les gens à être dépendants. Peut-être tu vas nous pousser à être dépendant de toi d'ici la fin de l'émission. Ça serait peut-être une bonne chose dans ce cas-là. Ouais. Mais je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur le site Métamorphe. C'est un site français qui traite de l'hypnothérapie et du développement personnel. Alors, à travers cet article, on explique comment on devient dépendant et qu'est-ce qui se passe, comme tu le disais, Ghislain, au niveau de la biologie du cerveau, au niveau du mécanisme entre les 2 oreilles. Mm-hmm. Et je dois te dire qu'en lisant cet article, moi, je suis peut-être devenu un petit peu moins sévère à l'endroit des gens qui ont des dépendances. Parce qu'on a tendance à les juger parfois. Tu sais, les gens qui ont des dépendances, on a tendance à dire qu'ils s'en sortent, qu'ils arrêtent. S'ils ont une dépendance à l'alcool, mais c'est qu'ils arrêtent. Mais on voit à quel point ça peut être difficile. Ça peut être biologique. C'est plus fort qu'eux. Là. Ouais. Alors, comment devient-on dépendant? La nicotine aide à supporter l'ennui et le stress. Elle éveille et elle calme en même temps. Plus que tout, la cigarette permet aux jeunes de socialiser, d'être appréciés par leur entourage. L'alcool calme les angoisses. La cocaïne, dont l'effet est de courte durée, rend spirituel et créatif, aidant ainsi ceux qui se sentent ennuyeux à se sentir mieux dans leur cercle d'amis. Les recherches montrent que ce n'est pas la recherche du plaisir qui amène les gens vulnérables à la dépendance, mais le désir de se débarrasser des problèmes de la vie. Et on dit que dans cet article, en fait, que la dépendance s'apprend. Maintenant... Ça prend dans le sens qu'on développe, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on développe, finalement. Développe. Oui. Alors, dans les circuits neuronaux, maintenant, l'esprit humain se développe par création et renforcement chimique progressif de circuits neuronaux. Un circuit neuronal fréquemment emprunté devient, par suite d'accumulation ionique, de plus en plus facile à emprunter. C'est un auto-renforcement progressif et cela est vrai pour tout, c'est-à-dire les comportements, les humeurs, les idées, mais aussi les dépendances. Ce phénomène se vérifie aussi pour les réactions psychologiques. Conscientiser et trop penser ou parler de ces blocages, en fait, les renforce. Chaque fois que nous ressassons notre passé, que nous revenons sur un épisode douloureux, nous augmentons les chances de les reproduire. Au lieu d'avancer, nous nous bloquons. Mm-hmm. Quand nous traversons un chagrin, une déception, quelque chose qui nous empêche de vivre, nous devrions commencer par brûler les photos, éviter d'en parler, chercher à modifier son intérieur, voire déménager, entre guillemets. Donc, les souvenirs refoulés s'effacent. Cela peut prendre du temps, mais ils s'effacent bel et bien. Le circuit se désactive. Donc, en fait, tout est question de circuit qui s'active, qui se renforce ou qui se désactive. Maintenant, les mécanismes du plaisir et du désir. Nous détenons dans notre cerveau un circuit multifonctionnel pour le désir. Une seule chose nous détermine à souhaiter quelque chose et nous dirige vers la cible de nos désirs, quel qu'il soit. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle au fond le plaisir. C'est cela qui fait la force de ce programme dans notre cerveau, mais aussi sa faiblesse. Avoir et désirer sont 2 choses différentes. Les fumeurs ont bien appris cela.
Une seule cigarette peut être extraordinaire, mais qu'en est-il de la 10e pendant la même journée? La cigarette n'apporte plus aucun plaisir. Au contraire, elle dégoûte, mais le fumeur la veut quand même. Son paquet est vide et il est capable de courir en acheter en plein milieu de la nuit. Nous ne sommes pas habitués à faire la différence entre le désir d'avoir et désirer, parce que souvent ces désirs se superposent. C'est un peu subtil, là, mais il y a une différence. Et ça, je peux dire, pour avoir été fumeur, Ouais. je trouve que ça peut être vrai et moins vrai. Ça dépend toujours. Les gens peuvent fumer, être aussi accrochés, mais c'est pas que ça les dégoûte pas nécessairement. Alors, mais ils sont quand même dépendants. Là, C'est ça, mais peut-être que si ça les dégoûtait, ils arrêteraient la 10e ou la Oui, 11e. c'est ça. Alors, c'est cette confusion qui mène à la dépendance. Chez les humains, les sensations agréables apparaissent dans deux situations. Quand on veut quelque chose ou quand on reçoit quelque chose qu'on aime. Ces deux véhicules, la volonté et le désir, ou l'anticipation et le plaisir, sont déclenchés de façon différente dans le cerveau. Lorsque nous nous réjouissons de façon anticipée de quelque chose, le cerveau sécrète de la dopamine. Au contraire, lorsque nous savourons quelque chose, les neurotransmetteurs sont les opioïdes. Sous l'influence de la nicotine et de la cocaïne, le niveau de dopamine augmente par 3 et sous l'influence de l'alcool par 2. La dopamine nous maintient éveillés et attentifs. On en parle souvent de la dopamine dans le monde de la santé mentale. Ouais, d'ailleurs. On se sent mieux après une cigarette et plus productif que d'habitude. Et après 1 ou 2 verres de vin, on se sent plus optimiste. Toutes les dépendances agissent selon le même mécanisme. Les drogues se différencient seulement par la façon dont ils déclenchent la dépendance. Mais ce qui est décisif est le fait que le cerveau associe définitivement la drogue au désir de l'avoir. Un cerveau dépendant voit une cigarette et commande immédiatement, il se dit en lui-même « allume-la », tout comme il réagit au stimulus « bouteille » par la commande « bois ». Même la vue d'une seringue peut déclencher chez les dépendants d'héroïne les mécanismes du désir, comme l'ont prouvé les analyses par tomographe. C'est un procédé de radiographie par tranche, si on veut. Le plaisir de bien manger peut se transformer en boulimie, le plaisir de pratiquer un sport en obsession, le plaisir de gagner dans la passion du jeu. Tous les comportements obsessifs apparaissent de manière semblable. Maintenant, qui devient dépendant? Mais ça, on verra un peu plus tard dans l'émission. Ben, merci beaucoup, Pierre. C'est fort intéressant. Donc, les dépendances, le fonctionnement de la dépendance. Merci pour ton écoute, Ghislain, et ta participation également. Tu es là, tu nous soutiens. Alors, merci pour ce beau sujet à Folie douce qu'on poursuivra, évidemment. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous dit pourquoi c'est important de se construire un réseau. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le fonctionnement de la dépendance. Vous entendrez de plus en chanson « Arrête pas » de 13e étage et « Maison mobile » de Madame Moustache. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que je reçois Mike Santoro. Bonjour Mike, encore une fois. Bonjour. Bonjour, bienvenue à nouveau dans nos studios à Folie Douce. On parle bien sûr de différentes thématiques au niveau de la santé mentale. C'est des thématiques que tu as élaborées dans le DVD que tu as produit avec ton collaborateur sur justement la santé mentale qui aide les gens à mieux comprendre thématique par thématique. Tu sais, le monde de la santé mentale, c'est tellement vaste. C'est bien des fois de un peu délimiter les thèmes, en fait, les sujets. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de construire un réseau. On parle beaucoup de réseautage aujourd'hui avec les Facebook et compagnie. Oui. Mais un réseau, ce n'est pas que des réseaux sociaux. Et ça existe depuis longtemps, des réseaux, avant que l'Internet existe aussi. Alors, comment tu pourrais nous présenter cette thématique-là? Pour moi, construire un réseau, ça veut dire construire un réseau de professionnels puis de gens autour de moi qui vont m'aider à gérer bien ma maladie. Autant un réseau personnel, là, tu sais, dans le fond, on parle pas que de réseau professionnel, mais un réseau, on peut parler de l'entourage, la famille et tout ça. Là. C'est ça. Alors, au début, moi, quand j'ai... comme j'avais dit auparavant dans une autre émission, ça m'a pris plusieurs années avant d'accepter que j'avais une maladie. Une fois que j'ai accepté une maladie, on a commencé à construire un réseau. Alors au début, c'était juste moi puis ma sœur. C'était tout ce qu'il y avait dans le réseau. Ouais. Et on a commencé avec un organisme communautaire, avec un travailleur communautaire. Alors, à ce moment-là, on était 3, puis là, on a décidé, on a vu qu'il y avait un manque de faire des choses pendant le jour. Alors, on a commencé à travailler avec un autre travailleur communautaire qui s'occupait de ça. Okay. On a commencé à trouver le bon médecin. Puis, tranquillement, pas vite, on a construit un réseau. Ça a pris des années, hein. C'est pas quelque chose qui s'est produit dans un... Est-ce que quelqu'un t'avait conseillé ça ou c'est à force de voir les choses, tu as découvert que c'était ça qui c'était la clé, peut-être? Il y a personne qui nous a conseillé de faire ça, mais c'était qu'on avait un manque, on avait un besoin, puis on cherchait les ressources qui remplissaient ce besoin-là. Ouais. Alors, mettons, comme je disais tantôt, si à un moment donné, j'avais un besoin de faire quelque chose pendant ma journée, j'avais rien à faire pendant le jour, alors j'ai commencé à travailler avec un travailleur communautaire qui me cherchait des emplois, pas des emplois, mais c'était du bénévolat. Ouais. Puis c'est ça. Puis avec le temps, on a commencé je me souviens, à un moment donné, j'avais peut-être 8 à 10 ressources avec qui je travaillais. Ouais. Puis, fur et à mesure, avec les années, j'ai appris beaucoup de choses avec ce groupe-là, ce réseau-là. Puis finalement, avec le temps, j'ai pas eu besoin de toutes ces ressources-là. Dans le cas d'un réseau, est-ce qu'il n'y a pas un danger, mettons, de s'éparpiller? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il faut d'abord faire son réseau en fonction de ses besoins? C'est quoi les critères? Oui, pour moi, c'est ça que j'ai fait. Ouais. C'est ça qu'on a fait. Parce qu'on travaillait comme dans une équipe. Ouais. C'était une équipe. Hein? Donc, tu dis, pour moi, qu'est-ce que ça me prend? Donc, que tu montes ton réseau. Là. Oui, qu'est-ce que ça me prend? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais. Parce que le réseau à moi, c'est pas nécessairement le même réseau pour tout le monde. Alors, les gens qui font partie de mon réseau, pour quelqu'un d'autre, ça peut être très différent. Et puis... comme aujourd'hui, j'ai pas toutes ces 8 ou 10 différentes personnes ou organismes qui travaillent avec moi. J'en ai peut-être 1 ou 2 maximum. J'ai encore ma sœur, j'ai encore mon médecin, mais puis j'ai encore mon travailleur communautaire. Mais à part de ça, tous les autres, j'en ai plus besoin. Ouais. Alors avec le temps, puis aussi, moi j'étais comme je gérais tout ça. Je me sentais comme un administrateur qui gérait tout ça. Puis pas souvent, mais de temps en temps, peut-être chaque couple d'années, on faisait une réunion. Puis on essayait d'avoir tout le monde dans la même pièce en même temps pour dire, OK, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire pour pas avoir trop de overlap, si je peux dire, que les gens, duplication de services. Mais la personne qui a des problématiques de santé mentale, des fois, justement, elle ressent le besoin de s'isoler, de rester seule, de se dire, je vais refaire le point, je vais essayer d'avoir une perspective sur ma vie. Des fois, je sais pas, peut-être que c'est bon pour tout le monde, puis peut-être à ce moment-là, c'est d'ajuster le réseau à cette personne-là. Mm-hmm. Mais des fois, d'avoir trop de monde ou trop de gens, comme tu dis, dans une réunion, peut-être que la personne va se sentir des fois trop envahie, peut-être par tout ça. Fait que j'imagine que le réseau peut être vraiment de différentes façons, là. C'est sûr que pas tout le monde a besoin de 8 ou 10 personnes autour d'eux autres. Peut-être la personne a juste besoin de 2 ou 3 ou juste un. Faut vraiment trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi.
Alors, pour moi, c'est ça qui fonctionnait. Puis j'avais besoin de ça. C'était des besoins que j'avais. Ouais. C'est pour ça qu'on avait tant de monde. Parce que les gens me voient aujourd'hui puis ils réalisent pas que j'étais très, très malade. J'ai encore une maladie sévère et persistante. Puis les gens, quand ils me voient aujourd'hui, ils réalisent pas que j'étais très, très malade. À travers quoi t'es passé, à travers tout le processus. Exactement. Alors, quand j'étais à ce point-là, on parle de 20 ans de ça, 25 ans de ça, 30 ans de ça, j'avais besoin de tous ces services-là. Oui. Et donc, quand tu mets en place ton réseau et tu essaies de fonctionner, tout ça, comment on fait évoluer peut-être la situation? On se pose des questions, on se remet en question, quoi. De temps en temps, tu fais un genre de survol ou un inventaire, entre guillemets, de ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin. Comment tu fonctionnes pour savoir? Ben, on fait comme une évaluation, si on peut dire, mais on le faisait pas, c'était pas quelque chose qui était structuré, c'était quelque chose qui devenait évident. Okay. C'était évident que j'avais quelque chose que je devais faire quelque chose pendant ma journée. Okay. Alors, c'était évident qu'on avait besoin de remplir ce vide. D'être très à l'écoute de soi, c'est ça qui est la clé. Puis aussi le réseau, travailler ensemble, parce qu'une fois que j'avais accepté la maladie, j'étais aussi ouvert aux suggestions des gens qui étaient autour de moi, qui faisaient partie du réseau. Puis ça, les gens qui faisaient partie du réseau, c'était des gens avec qui j'avais beaucoup de confiance. Ouais. Alors quand ils me disaient quelque chose, j'avais plus j'écoutais plus que quelqu'un d'autre que j'avais pas confiance. Qu'est-ce que tu dirais que le réseau en général, avec toutes ces facettes, là, ça a évolué ce réseau-là, mais qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté le plus peut-être dans ton mieux-être là, en santé mentale? Ben, tantôt tu parlais des thèmes que dans le DVD, c'est pas. Moi, j'appelle ça des outils. Ouais. Puis ça, c'est des outils que j'ai appris à travers tout ce réseau-là, puis que j'ai appris à travers les années. Ouais. Alors, chaque chapitre, c'est comme des outils que j'ai appris. Puis ça, c'est des choses que j'ai même utilisé un agenda. C'était quelque chose que j'ai appris avec mon travail communautaire. Okay. C'était pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou que j'ai regardé sur YouTube. Ça n'existait pas dans le temps. Ouais. Alors, c'est ça. Le réseau m'a apporté des outils pour être capable de bien vivre le mieux possible avec ma maladie. Ouais. Puis dans les limites que j'ai avec la maladie mentale. Oui. Et quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a des gros problèmes, qui est seul, ça, il commence par où? Comment il fait? Est-ce qu'il commence par sa famille? Est-ce qu'on doit commencer par ses proches? Est-ce qu'il y a peut-être pas de formule magique, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Comme conseil, premièrement, il faut qu'il accepte qu'il y a une maladie. Premier point, c'est un point comme on en a parlé. Comme on a déjà parlé. Ouais. Et puis, là, on peut commencer vraiment aujourd'hui, ici au Québec, je sais qu'à Montréal, on commence tout le temps avec notre médecin de famille. C'est une des premières places qu'on peut y aller. C'est lui qui peut déjà nous référer à des ressources ou ou le CLSC, mais c'est souvent, puis je sais qu'on a une pénurie on a un problème de médecins. Oui. Mais il y en a quand même, là. Il y a les CLSC aussi. C'est ça, il y a des gens de première ligne qui sont capables Fait que, première étape, peut-être d'essayer de s'ouvrir, dans le fond, de donner un peu ses besoins. Puis d'en parler, hein? Ouais. D'en parler, parce que si on en parle, on va trouver les ressources. Mais si on n'en parle pas, si on a peur d'en parler, c'est sûr qu'on va jamais trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Et comme dans plusieurs domaines, des fois, on est surpris de savoir qu'il existe des services qu'on ignorait. Hein? C'est ça qui est assez spécial. Oui, mais c'est ça. Souvent, j'entends ça tout le temps, qu'il n'y a pas assez de services. Surtout, je parle surtout de Montréal. Ouais. Je connais pas toutes les places au Québec, mais je sais qu'à Montréal, il y a beaucoup de services. C'est juste une question de savoir où est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font, puis mais ça commence avec la recherche, puis faut vraiment aussi en parler. C'est ça, parce que si on n'en parle pas, on peut pas avoir on peut pas remplir les besoins qu'on a. Oui, j'aimerais ça que tu nous parles du DVD justement, Histoire de Mike, de ton site également, un site web qui est présent et que tu fais d'ailleurs des conférences un peu partout au Canada. Je sais pas si c'est ailleurs aussi, mais principalement ici au Québec et au Canada. Parle-nous donc un peu justement du site et du DVD. Le DVD, c'est le projet 80-20. Oui. C'est divisé en 21 chapitres. Mais on peut le voir au complet comme un film. Alors, puis il y a des scènes dans le DVD, dans le projet 80-20, on a essayé de refaire les scènes quand moi j'étais pas bien. Alors quand les gens regardent ça, faut qu'ils
garde ça en tête que c'est pas juste... c'est pas... On a essayé de faire ça le plus réaliste possible. Donc, oui, puis ça, j'ai bien aimé. J'ai aimé que toi, tu parles, donc tu as une certaine narration, tu es devant la caméra, tu parles, mais ensuite, il y a une mise en situation qui est assez réelle. C'est joué justement par quelqu'un d'autre, donc je trouvais ça intéressant aussi, la dynamique que ça fait. Là, ça présente, dans le fond, toi-même, tu as un regard sur ta propre situation, mais en même temps, c'est pas toi qui joues toi-même. Dans le fond, c'est bien aussi que ça soit comme ça. Puis si vous avez remarqué, au fur et à mesure qu'on regarde le DVD, c'est 60 minutes, c'est 58 minutes. Moi, je l'ai regardé par section. Je trouvais ça intéressant par thématique. C'est ça, mais on peut le voir aussi au complet. Puis au fur et à mesure que ça se déroule, Dave, qui joue moi, quand j'étais pas bien, il applique qu'est-ce que je suis en train de dire, les outils que je suis en train d'offrir. Puis c'est ça, il commence à s'améliorer avec sa la théorie et la pratique et l'entourage aussi qui aide. C'est assez spécial, je dois dire. Oui, mais c'est un beau projet. Les gens qui veulent en savoir plus sur justement le DVD et aussi sur l'histoire de Mike, t'écris des choses, je pense que tu blogues. Oui, ils peuvent aller sur histoiredemike.com. Oui, et on peut justement aussi rentrer en contact avec toi ou communiquer, en tout cas voir aussi de l'information qui est sur oui, sur il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'entrevues que j'ai faites avec beaucoup de gens autour de moi. Alors, c'est le fun. Puis on a environ 3000 visiteurs par mois sur les deux sites en anglais et en français. C'est très bon, c'est très bon. De garder aussi une fréquence comme ça, c'est très, très bon. Merci beaucoup, Mike. C'est fort intéressant d'avoir parlé c'est une autre thématique qu'on a abordée, construire un réseau. On a vu comment c'est important. Toutes les thématiques que nous présentent, ces choses, ça nous fait mieux comprendre de façon plus simple, je dirais, ce vaste monde de la santé mentale. Fait que c'est intéressant. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, bien, à la prochaine, tu reviendras nous faire un tour. Ça me ferait plaisir. Ça nous fait plaisir. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Oh! Arrête! Deuxième étage! Marnev! Oh! Arrête! Je peux pas mentir, la route a été longue, mais y a plus d'interrogations car j'ai trouvé les réponses. La raison, ma vie, mon expérience. C'est les démons et c'est les anges. C'est quand même assez intense, on grandit, on vieillit, on évolue avec le temps. On vit au jour le jour, on sait jamais ce qui nous attend. Si tu savais, toutes les fois qu'il a fallu que je me lève, je baisse pas la tête, je suis encore plus fort que hier. Avant l'argent, la gloire, avant les trophées, j'aurais pu faire comme certains, puis juste décrocher. Plein d'obstacles, peu importe, j'ai toujours toffé. Même moi j'ai de la misère à y croire, c'était tellement fucké. Look at me now, yeah, regarde-moi maintenant. Tout le monde est down, on n'a pas le temps pour les haters. On laisse notre marque, pour vrai, tu t'en rappelleras. 13e étage, tu le sais, nous on n'arrête pas. Look at me now, you wanna know how. I never give up, could never say never, ever. Just so you know, love in my life for sure. I can see you shine so bright now. L'eau a coulé sous les ponts depuis un 16, mon premier couplet. Mon premier show en 96, le stress m'essoufflait. Ça fait 10 ans que je réalise un rêve, ne me pince pas. J'ai bien dit un rêve, malgré les hauts et les bas. Malgré les échecs et les faux pas. Car ce fut sur ma tête que le ciel tomba. Et je lâchais le combat, non, et j'ai aucun regret. Si je devais, je referais, j'agirais comme j'ai agi. J'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Mais je savais que l'effort payait, donc foncer, j'avais pas vraiment le choix. C'est encore le cas aujourd'hui, mais le constat, le passé nous fait réaliser la chance qu'on a. L'arbre à porter ses fruits, même s'il a perdu des feuilles. Je vois l'avenir d'un bon oeil, redéfinis le bonheur, respect, fierté et honneur. Ensuite le temps nous dira, et l'instinct nous guidera. La persévérance nous réussira, tu verras.
syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous poursuivons donc à l'émission avec l'Espresso allongé, Pierre Laporte toujours présent, ainsi que Ghislain Malo. On poursuit sur le même thème que tu as amorcé plus tôt dans l'émission. Le fonctionnement de la dépendance. Oui, alors tu étais rendu, je pense, quand même dans des détails intéressants. Ça parle beaucoup du biochimique, mais pas beaucoup du vide moral que les gens ont. C'est vrai que ça crée des oui. Mais en fait, c'est cet article-là qui vient du site Métamorphe, comme je le disais tantôt. Oui, en fait, c'est plus au niveau de la chimie du cerveau. Mais ça rejoint tout l'être humain, finalement. Mais tu as raison, Ghislain, que le côté social, le vide social, des fois pousse, ou en tout cas est un incitatif. Il y a des gens, on peut reprocher que les dépendances, ça peut causer du tort, mais il y a des gens que, sans leur dépendance, ils sont vraiment inexistants. Oui. Il paraît, tu pourrais même pas les remarquer. Oui, mais c'est raison de plus pour les aider à s'en sortir. Mais en tout cas, je continue. Alors, on nous dit dans cet article maintenant qui devient dépendant. Les drogues aident à l'oubli, mais tous ceux qui ont des problèmes ne se droguent pas. Et tous ceux qui se droguent ne deviennent pas dépendants. Tous les amateurs de vin ne deviennent pas alcooliques. Tous ceux qui prisent de la cocaïne ne deviennent pas victimes de la dépendance. Le plus grand nombre des personnes droguées se trouve parmi les fumeurs. Les cigarettes sont la drogue la plus séduisante parce qu'on peut se la procurer facilement et parce que la nicotine possède une influence directe sur les mécanismes de libération de la dopamine. Mais c'est légal. C'est ça, c'est une drogue légale. Oui, il y en a d'autres drogues légales, mais ça, on pourrait y revenir. L'alcool aussi. Oui. Ouais. Oui. Une personne qui est ou qui a été dépendante d'une drogue risque de devenir dépendante aussi d'une deuxième drogue. Après la désintoxication de morphine, on peut devenir dépendant de l'alcool. Presque chaque dépendant d'héroïne est aussi dépendant de la cigarette ou de l'alcool. C'est intéressant. Le risque est encore plus grand chez ceux qui ont commencé à fumer ou à boire à la puberté parce que le cerveau est plus facilement modelable quand on est jeune. La méthode la plus efficace de prévention de la dépendance, c'est de garder les enfants éloignés des stupéfiants. Ça, on s'en doutait. Ça va de soi. Ça va de soi, oui. Maintenant, le cercle vicieux. Très souvent, la personne dépendante ne va plus ressentir que le besoin aveugle de drogue. Elle ne va même plus la savourer. C'est la programmation du cerveau pour la drogue et non le plaisir de fumer ou de boire qui maintient la dépendance. C'est un peu une soif, hein? C'est ça, ouais. C'est un peu, on cherche à remplir ce besoin-là. Bien sûr, les stupéfiants ont des effets agréables. Les cigarettes, la bière et même les drogues plus puissantes qui nous font nous sentir bien. Le meilleur exemple est l'héroïne qui ressemble du point de vue chimique aux opioïdes et induit un état euphorique. Par des voies plus compliquées, la nicotine et l'alcool arrivent à avoir le même effet. Si on cède seulement occasionnellement ces plaisirs, les conséquences ne seront pas de longue durée. Mais les personnes qui consomment régulièrement des drogues ont besoin de quantités de plus en plus grandes. Leur effet disparaît, le cerveau ne réagit plus. Le plaisir se perd progressivement et avec le temps, il ne s'agit plus d'état euphorique, mais tout simplement de garder un état à peu près normal. Une journée sans drogue semble triste. La substance stupéfiante rétablit pour quelques heures l'ancienne joie de vivre, mais en même temps, le cerveau devient progressivement insensible. Le consommateur de drogue est de plus en plus dépendant. Vient un temps où même pas le fait de fumer cigarette après cigarette ou la vodka au petit déjeuner ne peuvent plus offrir de joie aux dépendants. Plus le moindre plaisir, la seule raison pour laquelle ils continuent, c'est qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Dès que la substance manque, le corps est pris de tremblements, de frissons, de nausées, voire même de délire. Mais le sevrage physique est relativement facile à supporter, du moins en comparaison avec ce qui vient après. Il est beaucoup plus difficile de contrôler toute la vie le désir de drogue qui est resté enregistré dans le cerveau. Beaucoup de gens pensent qu'une personne consomme de la drogue d'abord pour éviter l'apparition des symptômes de sevrage. Mais cela n'explique pas pourquoi on peut devenir dépendant après des dizaines d'années d'abstinence. L'insensibilité du cerveau à la drogue disparaît rapidement au cours du sevrage. Mais malgré cela, le nombre de personnes qui reprennent la cigarette après de nombreuses années d'arrêt est très grand.
La récidive peut être comprise seulement en tenant compte du fait que la volonté et le plaisir sont déclenchés différemment par le cerveau. La dépendance pervertit les deux mécanismes. Si la vie sans drogue paraît fade, c'est parce que le stupéfiant a affecté la capacité de ressentir le plaisir. Le besoin obsessif de drogue apparaît parce que la substance a reprogrammé les circuits cérébraux responsables de la volonté. Alors que l'insensibilité au plaisir est réversible, le système d'anticipation reste affecté sur le long terme. En d'autres mots, les mécanismes du désir sont responsables du fait que la dépendance est si difficile à vaincre et la récidive guette à chaque pas. Donc, en conclusion, l'expérience de la dépendance modifie pour toujours le mode de fonctionnement des neurones. Dans le cerveau apparaissent comme des câbles épais des connexions entre les neurones qui ont comme effet le déclenchement du désir de la drogue. Ces connexions disparaissent très rarement spontanément. En passant, en parlant de dépendance, quand j'étais dépendant, entre guillemets, de la cigarette, un médecin m'avait donné un truc, puis je sais pas si ça peut s'appliquer à ce sens-là, à d'autres dépendances, mais il me disait, dès que tu veux fumer, puis tu vas arrêter de fumer, tu bois de l'eau, parce que l'effet de l'eau qui rentre à l'intérieur du corps, c'est un peu comme le même effet que la fumée de cigarette qui rentre, donc tu viens comme apaiser le besoin du corps, tu sais, ça aidait en tout cas. T'es pas dépendant à boire de l'eau, là? Non, mais être dépendant, c'est excellent, là, ça, juste avoir un meilleur, mais ça l'a aidé, quand j'ai arrêté de fumer, ça m'a aidé de boire de l'eau plus souvent. Mais s'il reste toujours, pour moi, c'est une question de vide moral. Il y a des gens, dire, sans dépendance, je dis pas qu'il faut être dépendant. Il y en a qui n'existent pas. Ils sont tellement transparents. Je dis pas là qu'il faut. Là. Mais j'ai pas de réponse comment savoir. Il y a peut-être des bonnes dépendances. Peut-être ça serait un autre sujet. Mais ça, c'est pas. Moi, je suis pas un expert. Il y a des gens qui sont vraiment trop effacés. De toute façon, on l'avait vu qu'il y a quand même beaucoup de dépendances avec justement M. Paquette en début d'émission. C'était intéressant d'avoir des statistiques parce que c'est quand même à surveiller. Mais merci beaucoup pour ce sujet, Pierre. Bienvenue. Merci, Ghislain, pour ta participation. On continue à l'émission en musique avec Madame Moustache sur Folie Douce. C'est une piscine pour ces gamins. J'étais étonnée de cette banlieue et de ce paysage. Mes yeux n'en pouvaient plus que l'horizon, le seul moyen de guérison. J'ai regardé loin vers en avant, là où l'espace a tout son temps. Car c'est fini les compromis, place à l'exil, je suis partie. Faire de bruit sans dire un mot, à moi, l'Eldorado. La route est belle en cavale, cap sur le vide, le nord m'avale. C'est un autre récit fou de folle, j'ai mis ma maison dans mon sac. Je suis en piste, je vise l'envol, je m'arrêterai si je croise un petit chac. Je largue les amarres, je coupe les ponts du fond du vent, monte le cri, partir, je suis en vie, car moi je sais que j'ai ce qu'il faut, je pars s'enfuir toujours plus haut, la tête haute, le vent dans le dos, on va faire mon Eldorado. La route est belle en cavale, cap sur le vide, le nord m'avale. La route est belle en cavale, cap sur le vide.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. On termine cette émission de Folie douce avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malo à ma compagnie, ainsi que Pierre Laporte. Alors, Ghislain, Oui, votre sûr. choix musical. Bien sûr. On a écouté, bien sûr, des chansons tout au courant de l'émission. On a écouté en début, l'ouverture d'émission qui s'est faite avec C'est de l'amour ou c'est comme. De Lindsay de la Rochelière. Oui, la petite histoire derrière ce. C'est un couple. Le couple, c'est Luc de la Rochelière et sa conjointe, Oui, c'est ça, qui oui, chante bien cette sûr. chanson. On a écouté l'émission. On a écouté aussi Sois grâce et tais-toi. De Milou. Oui, on a écouté en deuxième demi Arrête pas. De 13e étage. Et à l'instant, Maison mobile. Oui, de Madame Moustache. Oui, alors merci beaucoup pour Oui, merci. votre choix musical. Merci beaucoup de ta participation, Ghislain, à l'émission. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où il était question du fonctionnement de la dépendance. Je remercie notre invité en début d'émission, Gilbert Paquette, qui nous a parlé de l'enquête Découvrir le vrai visage du Québec. On a pu parler justement du style de vie des gens et des dépendants, justement. C'était fort intéressant pour apprendre à mieux se connaître, finalement, au Québec. On a eu notre collaborateur en deuxième demi, Mike Santoro, qui nous a parlé de construire un réseau. C'est comment c'est important de faire ça, surtout au niveau de la santé mentale. Alors, tout ça à l'émission cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop